Qu'est-ce qui amène une personne à rentrer en déséquilibre par rapport à sa constitution natale? À rentrer dans un processus de vie critique. Le premier facteur, le plus important de tous, c'est ce que Charaka appelle la défaillance de l'intelligence ou l'erreur de l'intellect. C'est la première cause de déséquilibre. Donc le facteur mental est le facteur déterminant. Il y a différentes défaillances dans la digestion, la gestion de nos émotions qui créent immédiatement une perturbation dans l'expression des doshas. Et ceci, qui a été révélé par les rishis il y a plusieurs millénaires, a été vérifié par la science moderne. Nous savons à l'heure actuelle que chacune de nos pensées, chacune de nos émotions se transforme en molécules qui sont produites d'abord dans le cerveau, qu'on appelle des neurotransmetteurs, des neuropeptides, qui affectent d'abord le fonctionnement du système nerveux central et qui vont ensuite affecter tout le métabolisme. Au départ, les chercheurs pensaient que ces molécules étaient présentes uniquement dans le cerveau. Ils ont retrouvé ces molécules au niveau du système digestif, au niveau de la peau, au niveau de toutes les cellules du corps. Ils se sont aperçus que toutes les cellules possédaient des récepteurs pour ces molécules, associées à nos expériences mentales et émotionnelles. D'où le concept de l'Ayurveda qu'on appelle le corps pensant. Il y a 4 grandes émotions tamasiques. Tamasique, ça veut dire destructeur, comme on l'a vu au départ. C'est pas forcément négatif, parce qu'il y a des choses qui doivent être dissoutes également dans la création, pour accéder à d'autres étapes de création. Mais sur le plan du psychisme, l'Ayurveda affirme que ces émotions tamasiques, destructrices, ne doivent jamais stagner dans l'esprit humain. Ces émotions tamasiques, destructrices, ce sont la peur, grandes émotions tamasiques, la peur, qui perturbe profondément le dosha vata, immédiatement. La colère, qui dérègle le dosha pitta, notre organisme. La tristesse, qui perturbe profondément kapha. Et le dégoût, qui perturbe aussi kapha, mais qui affecte également l'immunité. Qui affecte l'immunité et la régénération correcte des dhatus. Pour l'Ayurveda et toutes les sciences védiques, nous possédons 3 corps. Le corps physique, que tout le monde connaît, le corps de matière, que l'on peut toucher, que l'on peut voir. Le corps subtil, que le corps de l'esprit, associé à toutes les expériences mentales, c'est-à-dire l'activation de la pensée, la faculté de penser, la créativité, l'intellect, la faculté de discerner, de faire des choix, l'ego également, le sens de l'individualité, le jeu. Et puis au-delà de cela, un autre corps, un 3e corps, qu'on appelle le corps causal, donc corps physique, corps subtil, le corps de l'esprit, le corps subtil, corps causal, le corps de l'âme ou le corps de la conscience. Le corps subtil et le corps causal, on ne peut pas les voir. Ce sont des corps énergétiques, purement énergétiques. On ne peut pas les observer. Il n'y a aucun système d'investigation de la science moderne qui peut percevoir l'énergie qui circule dans le corps subtil et dans le corps causal. Cette énergie circule principalement dans les nadis et les chakras. Qu'est-ce que les nadis? Ce sont des réseaux de canaux extrêmement subtils. Les textes disent que un nadi est l'équivalent du centième d'un cheveu. On est dans l'infiniment petit. Ces nadis sont très similaires aux méridiens de la médecine chinoise. On ne peut pas les voir avec des scanners, avec des radios. Ils sont invisibles et pourtant, ce réseau de nadis et de chakras sous-tend notre fonctionnement complet, au niveau mental et au niveau physique. Donc ce sont des corps d'énergie et des corps vibratoires. Et il y a 5 enveloppes qui sont décrites dans l'Ayurveda, dans le Tantra et le Yoga, qui permettent l'activation de ces 3 corps. Quelles sont les thérapies qui agissent en priorité sur Annamaya Kosha? Les thérapies alimentaires, bien sûr. Diététiques, l'utilisation des aliments, les propriétés des aliments. Chaque aliment est identifié également en relation avec les différents éléments. On va utiliser les boissons également, les décoctions, les tisanes, les infusions.
les fruits, les racines. Quelles autres thérapies également agissent sur Annamaya Kosha, le Panchakarma? 5 purifications pour éliminer les déchets de façon plus performante. Ce sont des thérapies qui agissent principalement sur cette enveloppe, mais qui vont agir également en second, en troisième, et en quatrième, et en cinquième, sur les autres enveloppes. Parce que, imaginons, vous digérez de façon incorrecte. Ça va créer naturellement un impact sur le corps de matière, le corps physique, les toxines qui se localisent dans différentes zones du corps physique, qui sont en état d'une mauvaise digestion, mais en même temps, le prana ne peut pas être assimilé correctement s'il y a ces blocages qui sont là, donc le corps pranique est influencé. Lorsque vous avez mal digéré également, le mental n'est pas clair, il y a de la lourdeur au niveau mental. Il y a une défaillance, une fragilité supplémentaire au niveau de l'esprit. L'intellect est incapable de faire des choix corrects lorsqu'il y a une digestion qui est impropre et vous n'avez pas de contact avec la béatitude ou avec le bonheur, puisque votre énergie est bloquée au niveau mental et au niveau physique. Donc les thérapies alimentaires agissent d'abord sur le corps de matière, mais après sur les autres corps de façon séquentielle. Quelles sont les thérapies qui agissent sur le prana maya kosha pour améliorer l'absorption de l'énergie pranique? Le hatha yoga, le yoga des postures, le pranayama, les techniques respiratoires, comment raffiner le souffle, l'utilisation de certaines préparations, certaines plantes également qui agissent directement sur le prana. Il y a des plantes qui vont agir davantage sur le Annamaya Kosha, d'autres sur le Pranamaya Kosha, donc sur le Manamaya Kosha. Les plantes, c'est la pharmacopée la plus étendue au monde, l'Ayurveda. Des milliers de plantes qui ont été identifiées pour leur action sur les doshas, sur les dhatus, sur les tissus fondamentaux, sur le mental, sur la conscience, celles qui favorisent l'immunité, qui favorisent la méditation, qui favorisent le développement de la conscience, la régénération des organes. C'est un principe unique à l'Ayurveda également. Pour la médecine classique, il est impossible, et pour les autres approches également, il est impossible de régénérer un organe qui s'est nécrosé. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, que ça devient véritablement dangereux, on opère la chirurgie. Pour l'Ayurveda, il est possible de régénérer tous les organes et tous les tissus, en partant du premier, le plasma, jusqu'au dernier, le tissu reproducteur. Il suffit d'utiliser le traitement adéquat. C'est ce qu'on appelle les rasayana, les traitements de régénération. Ce sont des préparations infiniment subtiles, qui voyagent très rapidement dans le corps, et qui stimulent également le mécanisme d'assimilation dans les dhatus et dans les organes vitaux. Ensuite, quelles sont les différentes techniques qui vont agir sur le mana maya kosha? De façon primordiale, ce sont ce qu'on appelle les thérapies subtiles. Une thérapie pour chacun des 5 sens. Les sens également sont des instruments de nourriture pour nous. Nous nous nourrissons de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, de ce que nous goûtons et de ce que nous sentons. Donc il y a des énergies qui sont derrière tout cela, qui sont utilisées sous la forme d'énergie subtile pour améliorer la métabolisation de nos émotions. Il y a 5 thérapies subtiles reliées aux 5 sens. Première thérapie subtile reliée aux 5 sens et aux 5 grands éléments qui leur sont connectés. Parce qu'il y a une relation, quand on parlait, je n'ai pas eu le temps de décrire en détail, mais il y a une relation entre les 5 sens, les 5 organes d'action et les 5 grands éléments. Une connexion. Donc, il y a une thérapie subtile associée à chacun des 5 sens. Quelle est la thérapie associée au sens de l'ouïe? C'est la musicothérapie védique qu'on appelle le Gandharva Veda. Il y a différentes mélodies qui vont agir de façon précise pour équilibrer Vata, Pitta et Kapha dans notre corps, qui vont agir également sur les déséquilibres perçus au niveau des doshas, sur le plan organique et sur le plan des tissus. Quelle est la thérapie subtile qui agit au niveau du sens du toucher? La marmathérapie, le traitement de certains points vitaux, par des massages spécifiques, avec des huiles spécifiques également. Il y a 107 points et un 108e qui est non manifesté. Chacun de ces points est relié à l'énergie d'un dosha. Il y a des points dominants de Vata, dominants de Pitta, dominants de Kapha. On doit utiliser des huiles différentes pour traiter ces points et réharmoniser,
renforcer la gestion correcte de nos expériences mentales et émotionnelles, créer l'équilibre au niveau des nadis et au niveau des chakras. Ces points sont dans des zones stratégiques liées au système nerveux physique et au système nerveux subtil. Ensuite, quelle est notre thérapie associée au sens de la vue? La chromothérapie, la thérapie par les couleurs. Les couleurs, chaque couleur est associée à un dosha, à la pacification d'un dosha. Également les pierres précieuses. La thérapie par les gemmes, le fait de porter certaines pierres, chaque pierre est reliée à un rayon cosmique de l'univers. C'est une thérapie qui est commune à l'Ayurveda et à l'astrologie védique. Il y a 7 rayons cosmiques qui se manifestent dans l'univers, qui sont associés aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des couleurs qui vont équilibrer les énergies de notre corps, en relation avec Vata, Pitta et Kapha. Thérapie subtile avec le sens du goût, c'est ce qu'on appelle les rasayana dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des traitements qui utilisent les saveurs à un niveau subtil, qui sont raffinés, des préparations alchimiques de l'Ayurveda. Et quelle est la thérapie subtile associée au sens de l'odorat? L'aromathérapie, par les essences, les huiles essentielles, utilisées de différentes façons en Ayurveda. Et enfin, quelles sont les thérapies qui agissent sur les derniers corps, de façon prioritaire, et de façon globale, c'est-à-dire sur le Vijnana Maya Kosha, le corps de l'intelligence, de l'intellect et de l'intuition, et Ananda Maya Kosha, le corps de félicité. Ce sont les thérapies spirituelles de l'Ayurveda. L'utilisation des mantras, les paroles de pouvoir, la méditation, différentes techniques de méditation qui créent l'équilibre, qui nous reconnectent à notre nature essentielle, qui nous reconnectent à la pure conscience, qui nous reconnectent à Ananda Maya Kosha, le bonheur intérieur, inconditionnel, qui clarifient l'esprit, qui réduisent l'influence dommageable de la pensée, qui permettent de développer la faculté de penser de façon juste. Lorsque la méditation se développe, les pensées parasites apparaissent de moins en moins, parce que les pensées parasites sont associées à l'accumulation des tensions et du stress dans le système nerveux. Comme la méditation est un moyen d'établir le repos profond dans le système nerveux, de libérer le stress, naturellement, ça influence positivement cet aspect qui est fondamental pour l'Ayurveda. Et puis la thérapie également par les yantras. Les yantras, c'est la même racine que mantra, c'est les symboles visuels, les mandalas. Mandala ou yantra, c'est la même chose. Et pour chaque mantra, le mantra est une expression vibratoire de certaines formes d'énergie et d'intelligence primordiale, fondamentales, qui sont associées au travail de Purusha et de Prakriti, la source de la vie, l'essence de la vie, de l'existence. Les yantras sont les expressions visuelles de ces vibrations, de ces mantras. Donc on utilise dans certaines techniques de méditation les deux ensemble, les mantras et les yantras combinés, comme support pour interrompre la divagation permanente du mental qui nous conduit dans le déséquilibre.